Salut à toi, aujourd'hui j'ai l'honneur de te faire découvrir Alexandra La Liberté. Ensemble, nous allons parler gouvernance, OBNL, TPE et effleurer son parcours atypique qui a à connaître et reconnaître. Et on commence maintenant. Bonjour Alexandra, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, Ziad, et toi? Écoute, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans cette capsule hors sujet où on va pouvoir échanger, déjà te découvrir, et surtout parler de cette association qui semble des fois un petit peu étrange entre gouvernance et OBNL. Là déjà, j'en imagine deux, trois qui doivent tiquer en nous entendant, parce que normalement, on n'associe pas ces deux entités-là. Pourtant, c'est une évidence et tu vas nous démontrer, ou plutôt tu vas nous expliquer pourquoi. Mais commençons par le commencement. Alexandra, qui es-tu? Ben, en fait, moi, je suis une personne qui travaille depuis 30 ans auprès des OBNL et qui a fait ma formation en organisation communautaire. Donc, peu de gens connaissent ce métier-là. Donc, dans le fond, on s'intéresse aux organisations qui sont des organisations sans but lucratif. Donc, OSBL ou on peut dire organisation à but non lucratif, OBNL. Donc, j'ai fait tout mon parcours depuis les 30 dernières années, vraiment en m'impliquant sur la réflexion de développement social et de la gestion d'organisation. J'ai travaillé dans plusieurs organismes et j'ai également travaillé dans le réseau de la santé comme organisatrice communautaire afin de faire du développement social d'un territoire donné, mais également de faire progresser des organismes communautaires. Donc, grosso modo, c'est ça. Et j'ai été me chercher aussi un MBA en conseil en management pour mieux comprendre les organisations dans son ensemble, puis voir tous les aspects de la gestion. Waouh! Les gens ont compris pourquoi je voulais encapsuler cet échange-là. Comment t'es tombé là-dedans? Ah, ben ça, c'est une bonne question. En fait, c'est par mon implication sociale au secondaire que j'ai commencé à m'impliquer dans des organisations. Entre autres, il y avait une organisation qui s'appelle Jeunes du Monde. Et c'est une organisation avec laquelle je me suis beaucoup impliquée. On a fait différentes campagnes de sensibilisation. Euh, C'était entre autres dans le temps où est-ce que c'était l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, j'ai fait beaucoup de campagnes de sensibilisation pour l'abolition de l'apartheid. Et on a fait également des campagnes de sensibilisation à la lutte à la pauvreté dans la région où est-ce que j'étais. Donc, c'est à partir de là que je me suis intéressée à la cause sociale. Et au fur et à mesure là, que les années ont passé, ben, j'ai décidé de m'en aller là-dedans. Pourtant, t'es une administratrice. Oui, j'ai développé mon côté administratrice. Donc, je suis pas une intervenante sociale. Donc, j'aime vraiment mieux les processus et les procédures que l'intervention sociale. Non, c'est important de le rappeler parce qu'on a toutes et tous ces figures très stéréotypées de, bah écoute, si c'est tel domaine, bah c'est forcément ça. Puis de se dire que, veut pas, il y a plein d'administrateurs et d'administratrices qui ont fait un cursus universitaire très classique. Avec- je Oui, souris parce que j'ai plein d'images en tête et je revois plein de gens avec qui j'ai partagé les bancs d'école et d'université avec. Non, c'est bien de se le rappeler parce qu'il faut des administrateurs partout. Oui, effectivement. nous sommes Partout, légion. oui, oui, oui. Puis, tu sais, il y a le profil classique, comme tu dis, d'administrateur là, qui a fait ses cours en comptabilité ou mais il y a le profil aussi plus atypique. Donc, moi, je suis du profil atypique. Ah, écoute, j'ai le goût de dire la nouvelle norme, où les gens, où les personnes qui étaient plus dans l'action et moins publicisées. Oui, effectivement. Donc, Hein, parce que t'as quand même 30 ans de carrière.
C'est toi qui Oui. l'as dit, puis tu n'es pas la seule. Donc revenons à... j'aime bien l'expression tomber en amour. Est-ce que c'est un héritage de tes proches ou est-ce que ça t'a popé? Parce que j'ai dit, est-ce que c'est un constat social ou comment tu t'es construite autour de cette réalité? Parce que tu nous as parlé, tu sais, t'en parles encore avec passion. Ce qui reste rare après des années de carrière. Tu sais, on s'entend, je connais plein d'administrateurs et d'administratrices de banques et d'assurances, ils parlent pas comme ça. Donc, d'où c'est venu? C'est un beau jour, t'as allumé la télé, tu t'es dit que, ou c'est tes parents qui t'ont inculqué ça, ou... Mais je pense qu'il y a des valeurs familiales là-dedans, des valeurs de solidarité, d'entraide. Donc, c'est vraiment à partir de là. Et après ça, des valeurs aussi de loyauté, d'honnêteté. Donc, c'est pour ça que dans mes règles d'administrateur, ben, c'est important tout ça. Donc, c'est pas simplement les règles financières, souvent qu'on associe à la gouvernance, c'est des règles financières. Mais il y a aussi tous les autres aspects là, de loyauté, d'honnêteté, de diligence. Donc, c'est ça qui est important aussi de mettre à l'avant. C'est même plus qu'important, c'est essentiel. Et moi, je souris jusqu'aux oreilles parce que je suis un éthicien d'affaires. Ce que je dis Ah oui, plus depuis des années. Oui, parce que là aussi, éthique, affaires, il y a quelque chose qui ne ouais. passe pas. T'es jamais dans le bon salon. Non, c'est vrai. Donc, allons un peu plus loin. On s'entend qu'on a tendance à... Je dirais que toutes et tous, on connaît des OBNL ou des organisations actives, socialement proches. Tu as parlé aussi du domaine de la santé, qui est quelque chose que on va tous côtoyer ou qu'on côtoie à un moment donné de notre vie, que ce soit très 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 tôt ou très 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 tard. On a souvent tendance à, je dis, à entendre les mauvais coups, je vais dire les bad buzz. Tu sais, parlons du système de santé maintenant à peu près partout en Occident, dépasse le Québec. On a plutôt tendance à entendre parler des OBNL en période de crise, quand il y a des manques, quand il y a des problèmes environnementaux actuellement ou des problèmes économiques qui reviennent. Là, donc tout d'un coup, on découvre qu'on a une association proche de chez nous alors qu'on ne savait pas avant toute. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu amènes, c'est que petite ou grande, bah, elle nécessite d'avoir un carnet de jeu et une organisation. Et que ça reste essentiel. Oui, Je vais souvent parler de game pendant notre échange, mais tu sais, c'est quelque chose qui est que ça soit, et je dis peu importe la mission, une organisation doit être structurée ou sinon elle ira pas loin, ou ça ira dans tous les sens. oui, exactement. Même si c'est une organisation qui a un ou deux employés, ben, il faut quand même qu'il y ait des règles. Oui, Souvent, on oublie, mais il y a des règles d'imputabilité, d'intégrité, de délégation pour assurer une pérennité de l'organisation. C'est ça qui est important. Donc, si tu n'as pas de règles de fonctionnement, ben, la pérennité de ton organisation, ben, elle ne pourra pas être là. oui, surtout que c'est essentiel parce qu'on a aussi tendance à mésestimer les obligations légales qu'ont toutes ces organisations et aussi l'embroglio Oui. technico-juridico, politico, administratif que ça génère. Et c'est vrai que quand on se retrouve avec des petites équipes ou même des équipes moyennes, surtout que souvent quand on s'engage, c'est par, tu sais, c'est plus par vocation qu'en se disant, bah écoute, moi j'adore les tableurs Excel, j'adore remplir des formulaires et des demandes de. Donc, comment t'interviens toi là-dedans? Parce que moi je te connais, mais pour les personnes qui te découvrent, parce qu'on Oui. sent que t'es plus qu'un joker. Ben, merci. Non, c'est un constat. Oui, oui. Oui, ben, dans le fond, ce que j'aimerais déconstruire, en fait, c'est que les organisations communautaires, les OBNL, ont les mêmes obligations que des organisations à but lucratif.
Donc, il y a des lois qui les régissent et il y a des obligations légales, comme je viens de dire, mais il y a des obligations morales. Donc, tous les deux, ils ont des conseils d'administration, tous les deux, ils ont des modes de fonctionnement. Donc, moi, c'est là que j'interviens. Fait que ce que j'aimerais déconstruire, en fait, c'est qu'il faut avoir une certaine professionnalisation du monde des OBNL, des organismes communautaires. Parce que sans ça, s'il n'y a pas de professionnalisation, ben, ça va être comme la population en majorité perçoit des organismes communautaires, c'est que c'est des bénévoles qui veulent être là par justement vocation, qui veulent être là par souci de redonner parce qu'ils ont eu des services auprès de l'organisme. Mais il y a des responsabilités qui viennent avec le rôle qu'on joue. Et moi, j'aime bien vulgariser ces responsabilités-là. J'aime bien les mettre accessibles, puis j'aime bien aller travailler sur les opérations, puis la performance dans les organisations. Fait que je travaille avec les conseils d'administration, mais je travaille aussi avec les directions pour qu'ils puissent établir une vision stratégique de leur organisation, avoir des bonnes pratiques en gouvernance, donc établir tout un système pour assurer efficacement la prise de décision puis l'information. Puis je développe des outils de travail pour assurer le tout et que ça soit cohérent. On reconnaît l'administratrice. Il n'y a pas une once de marketing dans tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment que de l'admin. Non. Toi qui... Bon, je vais vendre le punch actuellement. Ce qui est aussi fascinant dans ton parcours, c'est que tu travailles aussi à l'international. C'est que tu t'es pas... tu t'es pas limité à, je dis, à ton coin de pays, tu es vraiment allé loin. Mais je garderai ça pour un peu plus tard. Toi qui travailles avec les conseils d'administration puis les directions, déjà, je suis sûr que certaines personnes, déjà, ça doit leur faire tiquer, parce que normalement, dans une OBNL, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de CA, il n'y a pas de... Normalement, c'est simple. C'est une perception. C'est ça, non, mais je erronée. dis, c'est ça, c'est Ouais. souvent, je dis, on en a tous, c'est, mais comme on dit, aidons à vulgariser ça, puis à déconstruire, allons dans ton sens. Tu travailles avec des CA, tu travailles avec des directeurs. C'est quoi le plus gros défi? C'est encore une autre bonne question. Le défi, c'est de justement, souvent dans les conseils d'administration, il y a une personne qui dit « Ah, moi, j'ai déjà siégé sur des conseils d'administration, je sais comment ça fonctionne. » Mais souvent, ils ont des mauvaises techniques ou des mauvaises informations, fait qu'il faut déconstruire ça. Donc, amener tout l'aspect un peu plus légal. Et dans les conseils d'administration aussi, un autre enjeu qui est important, un autre défi, c'est que soit la direction générale prend trop de pouvoir par rapport au conseil d'administration et le conseil d'administration devient juste une personne qui va dire oui à tout ce que le directeur veut avoir. Donc, il ne joue pas son rôle d'évaluation, son rôle de contrôle et son rôle de direction au niveau de la stratégie organisationnelle. L'autre défi, c'est que le CA ne reste pas dans son rôle de stratégie organisationnelle, mais il s'en va dans l'opérationnel. Oui. Donc, ils veulent aller avoir une influence sur l'activité qui va être produite dans l'organisation. Et ce n'est pas son rôle. C'est super intéressant, comme quoi, peu importe le domaine, c'est un peu toujours la même game au niveau des CA, des directions, de l'opérationnel. Oui. Il n'y a pas de différence entre des organisations communautaires et les petites entreprises qui ont un conseil d'administration. Ça reste quand même les mêmes systèmes et les mêmes opérations qui doivent être mis en place, puis
les mêmes, j'allais dire les mêmes barrières ou les mêmes garde-fous. Oui. Ouais. Est-ce que tu considères que, là on va parler du Québec, est-ce que tu considères qu'on a une bonne pratique et une bonne expérience au Québec? C'est une vaste question, mais en général, oui, je dirais. Mais il y a lieu de bien vulgariser, de bien faire comprendre les rôles et responsabilités en matière de gouvernance. C'est encore à travailler, c'est encore à faire connaître. On a des très bons instituts sur la gouvernance qui sont ici au Québec, qui ont un rôle prépondérant et qui font avancer le sujet. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et qui peut nous aider. Est-ce que trop d'informations ne tue pas l'information? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça peut aller à l'interprétation. Oui. Quand on a trop d'informations, on interprète selon ce qu'on veut bien entendre. J'aime bien des fois parler en termes de clichés, parce que c'est plus accessible. Comment tu fais pour cet univers, on dira, où on a des gens passionnés, dévoués, où on a des CA qui sont souvent là pour soit la cause, soit parce qu'ils ont un intérêt au-delà de leur personne. On s'entend que siéger à l'OBNL de sa région, c'est pas siéger au siège social de Meta ou d'une super corporation. Comment tu fais pour les accompagner ou leur rappeler l'essentiel? Parce que on s'entend que sans livre de jeu, sans règles bien construites, sans cette fameuse Bible ou livre blanc qui font les fondations, pardon, toutes ces organisations, comme tu l'as dit, publiques ou privées, ou, j'allais dire extrajudiciaires. Moi, je suis déjà parti dans les Bahamas. Bref, je fais un grand texte pour dire un truc simple. Comment tu fais pour rappeler à tout ce beau monde que le livre de jeu reste essentiel, puis qu'il faut vraiment prendre le temps de bien le bâtir, ce qui coûte du temps et de l'investissement au début, mais ce qui sauve des vies en fin de compte avec le temps. Parce qu'on s'entend qu'on est toujours dans l'urgence, on est toujours dans le manque de temps, manque de moyens, manque de ressources, manque de tout ce qu'on veut. Et on rajoute à ça, en plus, comme je l'avais dit tantôt, puis que tu l'as rappelé aussi, c'est compliqué. Il y a chaque fois des règles, des éléments qui s'ajoutent, des nouvelles lois, des changements, des positions. Comment tu fais pour rappeler l'essentiel? Bien, la première chose, il y a la formation, puis Ouais. écrire les politiques. C'est les deux choses principales. Et renouveler aussi, renouveler les politiques, ne pas oublier de les appliquer, donc former Oui. pour les appliquer. Oui. Et souvent, la clé, c'est la direction de l'OBNL. C'est souvent cette clé-là que moi j'utilise parce que c'est cette personne-là, elle est au quotidien. Au contraire, des gens du conseil d'administration, des administrateurs, qui ne sont pas là au quotidien, qui n'ont pas le raffinement de tout ce qui se passe dans l'organisation. Donc, la clé, c'est de bien former le directeur, de prendre confiance dans ses capacités, mais aussi qui s'instruit pas juste par une formation, mais qui s'instruit par le biais de d'autres, des articles. Il y a plein de choses qui peut avoir comme effet de formation. Oui, c'est super intéressant ce que tu nous rappelles là. C'est effectivement la formation continue est une obligation, peu importe le domaine. Aujourd'hui, on arrive à un stade où tu n'as comme pas le choix, il faut que ça fasse partie de ta routine. Même si pour certains, on aurait l'impression que ça peut être plus tranquille ou moins demandant ou moins réactif.
sais, on a, je veux dire, là, c'est typiquement ce que diraient des start-upers ou des personnes qui sont dans l'innovation technologique, technique, où c'est censé aller vite, auraient tendance à penser à la vieille industrie ou des OBNL traditionnelles ou de ces structures. Ouais. Puis il y a d'autres choses aussi qui aident, hein, c'est les balises qui sont mises par le gouvernement, Oui. puis par les bailleurs de fonds. C'est souvent ça qui aide. Puis, tu sais, quand on parle d'OBNL, on ne parle pas juste d'OBNL qui fait des cuisines collectives dans sa région, mais on parle également des ordres professionnels, c'est des OBNL. Les syndicats, c'est des OBNL. Il y a plein d'exemples d'OBNL. Dans les MRC, il y a des OBNL en développement durable, des entreprises d'économie sociale. La friperie peut être un OBNL d'économie sociale. Donc, c'est mettre en perspective aussi les règles qui sont associées à notre domaine. Le CPE, c'est un OBNL, mais le CPE est régi par le ministère. Donc, et le ministère met des balises très serrées pour la gestion de l'organisation. Et que ça aide beaucoup. Oui, d'où l'importance d'être au fait, bien informé, puis parfois, je vais dire, ou si on j'allais dire si on peut, mais non, on trouve toujours le moyen quand ça nous intéresse d'être bien accompagné. D'où l'avantage d'avoir une Alexandra dans son agenda. C'est super Exactement. intéressant ce que tu as rappelé. Surtout qu'aussi, il y a quelque chose qui a évolué, et je dirais en plus, j'ai le goût de dire ces 10 dernières années, mais ça, c'est parce que je suis jeune dans ma tête. Je dis beaucoup plus, c'est effectivement l'économie sociale a de plus en plus d'écho et en développement. Tu sais, on parle il y a plein de formes, on parlait de l'OBNL, il y a plein maintenant de nouveaux entrepreneurs et entrepreneurs qui se lancent et qui ont ces optiques-là, qui ne veulent pas former une SARL traditionnelle, une PME ou une multinationale. Donc ça aussi, c'est important de rappeler que ça reste ce genre de structure, puis qu'elles sont en forte croissance aussi. Vraiment, ils sont en forte croissance, puis ils amènent une autre vision de l'organisation sans but lucratif parce qu'ils ont un aspect lucratif à Bah oui. promouvoir, mais avec la mission sociale qui vient avec et le réinvestissement des gains dans sa communauté. Oui. Ce qui fait sens, puisqu'il doit faire sourire plein de personnes qui nous écoutent. On va aller, on va aller tout de suite, je vais dire, à l'étranger. Avant, j'avais vendu un peu le punch. Tu es aussi active en dehors du Québec. Oui. 2 questions. Comment ça se fait-il et, et comment ça se fait que ça comment tu as fait puis où? Parce que moi, évidemment, je connais quelques chapitres de cette histoire-là, mais qu'est-ce qui t'a amené à évoluer à l'étranger et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, c'est pas rien, hein. C'est entre autres, comme j'ai dit, où est-ce que j'ai commencé mes actions avec Jeunes du Monde. C'est là que ça m'a sensibilisée aux réalités d'ailleurs. Et le vouloir aller comprendre, aller faire de l'immersion dans une autre culture. Donc, j'ai commencé mes premières années en coopération volontaire et je dirais même plus, j'ai commencé en solidarité internationale, ce qui pour moi est une différence entre la coopération internationale. Et donc, je suis allée au Mali, à Sanan Koroba, qui est un petit village qui est jumelé justement avec un village québécois qui est Sainte-Élisabeth. Donc, on est rendu partout. Oui. Puis, on a simplement fait un échange interculturel. Et que ça, c'était vraiment super intéressant. Ça m'a vraiment beaucoup motivée. Fait que j'ai développé plus mes intérêts et j'ai fait mes stages et tout ça pour aller dans la coopération internationale. Donc, toujours en renforcement des capacités des ONG, hein,
en international, on parle d'ONG, organisme Oui. non gouvernemental. Et donc, j'ai toujours travaillé en ce sens-là. Et donc, je suis allée travailler au Bénin. Donc, j'ai resté 1 an et demi là-bas, toujours en renforcement des capacités, et j'étais prêtée avec les Américains. Donc, je travaillais pour une ONG américaine et on travaillait sur le développement des compétences au niveau de l'administration et au niveau de la gestion des organismes communautaires. C'est ce désir-là qui m'a amené à l'international. Ouais, déjà, waouh! Il n'y a pas d'autre mot, comme on dit. C'est ce que je vous ai dit. Si vous ne connaissez pas Alexandra, je mettrai évidemment le lien vers ses réseaux. Allez jeter un coup d'œil à son profil. C'est pas n'importe qui. En même temps, si c'était n'importe qui, elle ne serait pas là. Comment tu deals avec le multiculturalisme? Parce que là, on s'entend que il y a plus, je vais dire, il y a plus simple, non, c'est faux. Mais comment tu deals avec le multiculturalisme dans ce type d'organisation? Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? Ben, moi, c'est des rencontres interculturelles. C'est vraiment la prémisse de base. C'est une rencontre. On est 2 individus, donc avec des façons de faire qui sont peut-être différentes, que je ne comprendrai pas nécessairement. Et est-ce que j'ai besoin de tout comprendre? Ça, c'est mon autre question. Si je ne sens pas le besoin de tout comprendre, c'est parce que ben, c'est correct. Ça m'appartient pas ou je pose des questions ou je vais un peu plus loin. Et c'est surtout aussi de pas imposer ses façons de faire, mais de se laisser imprégner des autres façons de faire, tout en gardant sa personnalité, sa culture, et d'élargir sa vision, en fait. Ça permet ça, les rencontres interculturelles. Puis, ça permet aussi de comprendre comment il y a des systèmes différents dans d'autres pays. Parce que, évidemment, la gouvernance en Côte d'Ivoire, par exemple, où j'étais l'été passé, n'est pas la même chose qu'au Québec. Donc, c'est pas la même façon de faire. Oui. C'est pas les mêmes influences. Hein? Il y a l'influence française qui est là. Donc, comprendre que, ben, oui, je suis en Côte d'Ivoire, mais il y a une influence colonialiste du français, donc avec les règles et les procédures françaises. Donc, il faut comprendre ça, l'impact que ça a face aux communautés et comment faire en sorte que ces communautés-là acquièrent une indépendance, acquièrent des systèmes qui peuvent faire en sorte que qu'il y ait une organisation qui s'autorégule par lui-même, puis qui essaie de trouver aussi d'autres sources de financement, parce que le financement reste toujours le cœur de toutes les organisations, que ce soit au Québec ou à l'international. Et que d'acquérir des compétences au niveau, oui, d'aller chercher du financement à l'international, avec les règles aussi qui viennent avec le financement international, et comprendre que ben, on peut avoir des possibilités aussi au niveau national de trouver du financement. Fait que ça, c'est important aussi de voir à tout ça. Et que c'est d'essayer de comprendre plus largement puis plus globalement. En fait, c'est ça que ça me permet, les rencontres interculturelles. Ça me permet d'avoir une vision plus globale des choses, moins de façon micro, puis de façon de juste juger ben, qu'est-ce que je peux voir, mais de le voir dans son ensemble. Effectivement, puis comme tu l'as amené, ça permet aussi c'est ça permet le petit pas de côté, ça permet d'appréhender, ça permet d'acquérir des nouveaux outils, des nouveaux prismes de pensée ou même purement pratico-pratiques. Et de voir qu'une présentation PowerPoint n'est pas faite partout pareil, c'est très important. Oui.
Puis des fois, tu parles de présentation PowerPoint, mais des fois, on arrive tout préparé, puis tout vraiment avec une séquence, puis là, on s'aperçoit que, oups, non, ça fonctionnera pas. Oui, Il faut être capable de s'attendre à l'inattendu. Moi, c'est ma devise, s'attendre à l'inattendu. Fait que tu laisses tomber tout ton matériel que tu as préparé, puis tu le fais autrement. C'est d'être capable de s'adapter rapidement. C'est ça que oui, ça donne. oui. C'est extrêmement important ce que tu nous partages là, ce que tu nous rappelles. Et d'autant plus que c'est mieux de s'y confronter. Parce qu'effectivement, le terme m'échappe. C'est ce que j'essaie de te chercher depuis quelques secondes. C'est pas l'adaptabilité, c'est la résilience. Oui. Bref, la résilience est extrêmement importante. Puis c'est sûr que en sortant de sa zone de confort, en allant se confronter et en vivant, je veux dire, de vrais défis, c'est toujours mieux que la théorie, parce que là, on n'a pas le choix. Non, Puis on n'a c'est pas le une choix. de ça. Puis de toute façon, qu'on échoue, qu'on réussisse, c'est formateur. Donc, c'est quelque chose qu'on garde. Puis moi, je souriais avec les présentations PowerPoint, disant, parce qu'avant même les PowerPoint, l'heure du rendez-vous. Rien que Oui, déjà ça, c'est quelque chose. oui, c'est autre chose. C'est ça. Selon les régions dans le monde, il faut vraiment bien pas se comprendre. Il faut bien réaliser les informations qu'on vous donne. Et le phénomène, pardon, et l'importance à la ponctualité. Oui, oui, oui. Oui. Tu nous as partagé plein d'éléments, je vais dire, captivants, super intéressants, extrêmement pertinents. Tu es quand même dans un domaine d'activité qui est à la fois très, je veux dire, je voulais utiliser le terme commun, mais c'est pas, il me plaît pas, très académique. Veux pas, tu restes une administratrice. Donc tu restes quand même quelqu'un de très carré. Je fais exprès le symbole. Oui, Ça parle aux Germains au moins. oui. C'est très carré. Mais en même temps, vu l'expérience que tu as, vu l'approche que tu as, vu les valeurs que tu es quand même très fluide. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui voudrait faire la même chose que toi ou qui se poserait la question si elle serait pertinente ou légitime? Mais je pense qu'il faut aller avec beaucoup de respect, puis beaucoup de travail d'équipe et de collaboration. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je ne m'intéresse pas aux individus des organisations, mais je m'intéresse au processus avec les individus dans l'organisation. Donc, pour moi, c'est important de veiller à ce que les processus soient développés avec les personnes qui sont les experts de leur situation. Donc, si on veut faire, par exemple, mettre en place un comité bien-être au travail, bien, je me vois mal que l'employeur le fasse tout seul de son côté, puis il mette une politique en place. Ce que j'aime le plus faire, c'est de le faire en consortium avec les employés et l'employeur. Puis, on arrive à faire un document qui est cohérent pour les personnes. La même chose si on fait des logigrammes d'organisation. Donc, un logigramme, c'est tout détaillé, tout le processus de l'activité. Mais je me vois mal à ce que ça soit l'employeur, encore là, qui détermine c'est quoi ses critères, tandis que l'employé qui est là et qui le fait au quotidien, c'est lui l'expert de la situation, donc c'est à lui à l'écrire. Moi, j'aime bien stimuler ça. Encore merci pour ces informations que je note précieusement. Tu as amené un point, moi, qui m'a fait sourire jusqu'aux oreilles, mais comme on dit, ça, c'est l'expérience qui parle. Bien souvent, quand tu es face à ce genre de défi, tu sais, quand tu disais écrire sa politique, bref, faire quelque chose qu'on pense qu'on peut faire tout seul. Moi, il faut que j'arrête avec mes grandes phrases parce que ma question est relativement simple. Comment tu fais aujourd'hui pour faire comprendre à ces décideurs et ces décidrices
que le tuto qu'elles ont trouvé sur Internet, YouTube de 5 minutes, ne les aidera pas vraiment. Ou que ce que maintenant arrive à grands pas, l'accompagnement offert par un ChatGPT ou une IA en ligne, bah, c'est peut-être une très très bonne fausse idée. Parce qu'on s'entend que souvent on est brillant après avoir tapé le mur, mais quoique certains doivent souvent le taper souvent pour réaliser, mais qu'est-ce que tu nous partagerais toi comme information, élément de réflexion pour envisager des professionnels comme toi, plutôt que se dire bah, je peux tout faire tout seul, alors que j'ai pas le temps, pas les connaissances. Ben, c'est souvent le cas. Oui, des fois, on peut avoir les connaissances pour le faire, mais on manque le recul possible. Hein, on manque le pas d'à côté ou le pas pour voir la chose de façon un peu plus globale. C'est ça que ça sert d'avoir un consultant. Ça sert aussi à développer nos perspectives, à voir les choses autrement. Ça sert aussi on n'est pas nécessairement à l'affût de toutes les nouvelles informations quand Oui. on dirige une organisation. Moi, dans mon rôle, je me forme, je m'informe sur plein de sujets. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je deviens un peu plus, avec une connaissance un peu plus grande des situations. C'est pour ça que c'est important de faire affaire avec quelqu'un de l'extérieur. Ça assure aussi une certaine transparence. Ça assure qu'il y a moins de biais Oui. qui est possible. Et ça l'amène aussi des principes là, un peu plus là, orientés vers du fonctionnement, de l'intégrité, puis c'est apprendre à déléguer. Oui, oui. Il y a aussi il y a un élément qui est devenu très d'actualité, qui est l'imputabilité. C'est quelque chose qui est devenu, j'ai dit à notre époque, en 2024, très à la mode, où actuellement, souvent, les décideurs et décidrices vont chercher des ressources à l'extérieur, pas pour leur connaissance, mais parce qu'elles veulent pas prendre la responsabilité de. Toi, tu évolues en plein là-dedans. Ouais. Comment tu fais pour t'en sortir ou quel rappel fais-tu à chaque fois? Parce que Ben, je dis, si ça rate, c'est de ta faute. C'est pas de la faute du CA, c'est pas de la faute de la direction, c'est pas de la faute je vais dire de Gisèle ou de Kamel ou de Judith. Non, je veux dire, voilà, Charles-André ou. ben, ça reste quand même le propriétaire des informations et propriétaire des actions qui est fait, c'est l'organisation. Donc, ultimement, c'est eux qui sont imputables de leur structure, puis de leur mise en œuvre aussi de ce que je propose. Moi, je fais du conseil. Donc, c'est ça la distinction. Moi, je conseille quelque chose. S'ils ne veulent pas mettre en place le comité gouvernance et éthique au sein d'un conseil d'administration, ben je suis pas en mesure de faire, j'ai pas le pouvoir de faire autre chose que de dire, ben moi, je vous conseille de faire ça pour telle raison. Et si vous le faites pas, il y a telle conséquence. Donc, ultimement, l'imputabilité devient celle du client. Donc, il a eu toutes les bonnes informations, appuyé sur de la littérature, et après ça, ben, ils prennent leurs décisions. Un grand merci pour ce rappel. Je vais dire rappel à l'ordre, mais ça fait très formel. Qu'effectivement, ça reste une job externe de conseil et c'est pas un employé un peu camouflé, ce qui des fois peut. Moi, typiquement, c'est un a priori que j'aurais dans le domaine de, je vais dire, parapublic ou des OBNL, en me disant,
Je dis, Ah oui. il y a le même défi dans le domaine du privé. Mais vu que je dis le plus souvent avec eux, j'ai plus l'habitude d'eux. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est intéressant de rappeler qu'en fait, l'univers est pareil et que peu importe chez qui on intervient, on a ces mêmes défis qui doivent résonner chez certains et chez certaines. On se dit, ah ouais, mais en fait, c'est un peu comme moi. Et que quelque part, on fait toutes et tous des jobs d'administration parce que c'est le fun. Sérieux, c'est Exact. cool, hein. C'est cool à faire. C'est comme des puzzles 5 dimensions Oui. avec des pièces cachées, d'autres qui n'ont pas été fabriquées, un manuel qui n'existe pas ou qui a été mangé par le chien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année ou ces prochaines années? À part évidemment la santé, la réussite et tout ça. Quels sont les prochains défis qui te suivent? Les prochains défis, ça serait... Eh mon Dieu, c'est difficile à répondre comme question, mais je pense d'évoluer encore plus là, au niveau de l'international. Moi, j'aime Oui. bien me confronter à être ailleurs, donc à m'adapter et tout ça. Fait que ça m'intéresserait bien. J'ai plein de petits cailloux qui me préoccupent dans le conseil en management qui fait en sorte que j'aimerais bien avoir des, à l'international, je dirais qu'il y ait plus de bases de données pour bien comprendre la gouvernance dans chacun des pays. Oui. Ça, je trouverais ça intéressant Oui. pour qu'une Québécoise comme moi qui arrive au Sénégal, ben, cherche pas pendant des millions de temps sur Internet comment ça fonctionne. Puis ici, au niveau local, ça serait de développer une communauté de pratique en conseil, en management auprès des OBNL. Donc, ça, Oui. c'est mon autre souhait là, dans les prochains temps. Bah écoute, ce qui est le fun, c'est que ce podcast est écouté à l'international par toute la francophonie, donc vous savez quoi faire. Je dis, les liens sont en description. Et puis pour le Québec, bah, on a l'avantage, c'est que c'est à côté, mais là aussi, les liens sont en description, donc n'hésitez pas. Surtout qu'effectivement, je dis, c'est des beaux défis, c'est même des défis nécessaires. Puis c'est vrai qu'on a tendance encore, je te dirais, au Québec, de garder des régionalismes. Parce que veut pas, c'est très grand. Puis on sous-estime encore aujourd'hui, même si on a vécu le stage Covid, j'ai dit justement le contact à distance, puis créer des communautés un peu hybrides, parce qu'effectivement, il y a énormément de choses à faire, puis ça reste encore très, très nucléique, Oui. très éclaté. Sincèrement, comme à chaque fois, mais là encore plus sincèrement, un grand merci Alexandra. C'était comme je m'y attendais, c'était waouh, plein de belles choses. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais nous partager avant de nous quitter? Ben non, je voudrais juste te remercier, Diane. C'était mon premier podcast et je suis bien contente de l'avoir fait avec toi. Écoute, c'est moi, écoute, c'est à moi que ça fait plaisir. Et puis, pour les suivants, vous savez quoi faire, hein, vous contactez son agent. Donc, une nouvelle fois, encore un grand merci pour ce temps de qualité, cet échange de qualité, et de nous avoir rappelé que gouvernance et OBNL, ben, ça fait sens. Et je te laisse le mot de la fin. La gouvernance est très importante pour la circulation efficace de l'information puis la prise de décision. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça serait ça mon mot de la fin. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.